Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télésud pour votre édition de la mi-journée et à la une de ce mardi 20 septembre. Les dirigeants de la planète qui se retrouvent à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, éprouvés par des divisions profondes générées par la guerre en Ukraine, les tensions à Taïwan ou encore les catastrophes climatiques. En Somalie, le pays traverse une 4e saison consécutive de sécheresse qui a pour conséquence la famine qui touche en premier les enfants, dont, selon l'UNICEF, 730 sont morts dans des centres de nutrition entre janvier et juillet. Et pour terminer cette édition, nous reviendrons longuement sur les funérailles de la reine Elisabeth II qui se sont déroulées hier toute la journée à Londres et Windsor où elle a été inhumée. Je vous le disais, c'est aujourd'hui à New York que s'ouvre l'Assemblée générale des Nations unies. Avec la guerre en Ukraine, cette assemblée risque d'exposer au grand jour la fracture grandissante entre l'Occident, les pays qui contestent l'ordre international sous la bannière de la Chine et de la Russie, et ceux qui choisissent de rester prudemment à l'écart. Aymeric Troignon. Après 2 sessions perturbées par la Covid-19, l'Assemblée générale de l'ONU retrouve sa formule traditionnelle. Mais ce retour à la normale se déroule sur fond de guerre en Ukraine et des divisions profondes qu'elle suscite. Cette année, l'Ukraine occupera une place très importante dans le programme. C'est inévitable. Il y a beaucoup d'autres problèmes, nous le savons, mais la guerre en Ukraine a provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence grâce à une autorisation votée la semaine dernière par les États membres. Cette autorisation exceptionnelle a logiquement provoqué la colère de Moscou, qui voit la politisation d'une question procédurale. Mais elle pourrait agacer aussi une importante cohorte de pays lassés de voir le monde occidental ne s'intéresser qu'à la guerre en Ukraine, aux dépens d'autres conflits tombés aux oubliettes. Pour nous, il ne s'agit pas de choisir entre l'Ukraine et les autres pays. Nous pouvons tout faire en même temps. Nous nous soucions de l'Ukraine et nous nous soucions du reste du monde. Et c'est ce que nous ferons au cours de cette semaine critique. En profitant de cette opportunité, nous devons continuer à repousser la propagande russe et son récit trompeur. Les pays du Sud dénoncent une politique à 2 vitesses et estiment que d'autres conflits en Palestine, par exemple, au Yémen ou encore au Tigré et en RDC sont occultés. Le président français Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole ce mardi, en milieu de journée, va insister sur la nécessité de prévenir la fracture entre les pays du Nord et du Sud, selon l'Élysée. Mais des clivages s'observent également sur d'autres dossiers, notamment celui du changement climatique. Les pays pauvres en première ligne des impacts dévastateurs d'un réchauffement dont ils ne sont pas responsables se battent notamment pour que les pays riches tiennent enfin leurs promesses d'aide financière. Au-delà du conflit russo-ukrainien, la question du climat occupera également une place importante dans les débats de cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le climat, justement, durant cette assemblée, la Somalie devrait être au cœur des discussions puisque ce pays de plus de 15 millions d'habitants est en train de vivre une des pires famines de son histoire en raison d'une sécheresse historique. Et comme souvent, les premières victimes sont les enfants qui, épuisés par le manque de nourriture, n'arrivent même plus à pleurer. Mathieu Nicolas. Après 4 saisons de pluie défaillantes et une 5e qui s'annonce similaire dans quelques semaines, la Somalie s'enfonce inéluctablement dans la famine. Dans le pays, près de 7,8 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, soit la moitié de la population. Une situation qui inquiète énormément l'ONU. Le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, Martin Griffiths, craint que la famine affecte d'autres pays. Un schéma similaire se reproduit dans chaque contexte. Civils tués ou blessés, les familles déplacées de force des terres dont elles dépendent pour leur subsistance et leur nourriture, restent explosifs de guerre perturbant l'accès des populations au marché, à la production agricole et à la génération de revenus.
infrastructures civiles et équipements essentiels à la sécurité alimentaire des populations volées, endommagées ou détruits, stocks alimentaires pillés, bétail tué. 730, c'est le nombre d'enfants morts de faim dans des centres de nutrition entre le mois de janvier et juillet en Somalie. Des chiffres accablants qui sont la conséquence de nombreux facteurs. Les conflits, l'impact du changement climatique, mais aussi, selon l'ONU, la montée des inégalités qui ont été exacerbées après le Covid-19. Et tout cela a été aggravé par l'augmentation rapide des prix des denrées alimentaires. Le lien entre les conflits armés, l'insécurité alimentaire et la famine perdure. Les conflits ont des effets immédiats et durables sur toutes les dimensions des systèmes agroalimentaires, réduisant la production alimentaire, détruisant les cultures, perturbant les marchés et restreignant l'accès à la nourriture. Sans une action urgente, l'état de famine se propage dans les pays voisins. Pour le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la situation est désastreuse. La famine, cette année, est pire qu'en 2011. Une famine qui avait causé au moins 260 000 morts, dont plus de la moitié étaient des enfants. En Côte d'Ivoire, les élèves ont repris cette semaine le chemin de l'école avec une surprise de taille puisque l'éducation nationale a décidé de remettre au goût du jour une ancienne mesure interdisant à tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne de poursuivre ses études. Une pression justifiée par le ministère de l'Éducation pour amener les élèves à rehausser leur niveau. Et tout comme la Côte d'Ivoire, le Gabon faisait également sa rentrée scolaire et cette année, les autorités du pays ont décidé de renforcer l'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire pour permettre une meilleure assimilation de la langue par la jeunesse qui représente l'élite du pays. Muriel Ndangayene et Joël Tatou. L'apprentissage de la langue anglaise désormais accentué dans les établissements scolaires du Gabon. La décision du chef de l'État, Ali Bongo, qui entend susciter la vulgarisation de la langue de Shakespeare dans son pays, est vivement saluée et déjà appliquée à la lettre. Il faut l'avouer, l'anglais est enseigné depuis des lustres, mais la pratique est très rare. Donc peut-être nous disons qu'avec cette initiative, ça fera que nos enseignants renforcent encore plus la pratique de l'anglais et ça pourrait susciter de l'engouement auprès de nos apprenants. Dès le démarrage des cours il y a 2 semaines, plusieurs établissements scolaires s'attellent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce challenge. Entre l'ouverture des clubs d'anglais, les bibliothèques, il y a aussi la méthode d'enseignement qui compte pour les apprenants. Depuis la 6e, nous avons l'initiation à l'anglais et hormis cela, nous avons une bibliothèque, un centre de documentation dans lequel nous partons nous approfondir. La difficulté, c'est le plus souvent au niveau de la façon dont les cours sont dispensés. Les enseignants dispensent différemment. Nous préférons plus les enseignants femmes car elles sont vraiment, disons, douces au niveau de l'apprentissage et doucement. Par contre, les hommes sont rigoureux et ça ne rentre pas bien. De l'avis de tous, la décision du chef de l'État est claire. Le Gabon fait désormais partie de la grande famille du Commonwealth et de ce fait, l'anglais devient indispensable. Le Gabon fait déjà partie du Commonwealth, donc les Gabonais, n'est-ce pas, sont obligés de parler l'anglais. Les Gabonais sont obligés de parler l'anglais. Nous devons retrouver l'anglais partout. Partout, là où il y a du français, l'anglais doit être à côté. Et puis ça va permettre aux gens de comprendre facilement. Tu pars à un endroit où la porte elle est fermée, ou soit ouverte, on va trouver open, on va trouver close, ou encore on va trouver ouvert ou fermé. Mais c'est au fur et à mesure comme ça que les gens pourront facilement apprendre la langue. Et pour des résultats probants, le ministère en charge de l'éducation s'est voulu pragmatique en augmentant le nombre d'enseignants d'anglais dès cette rentrée des classes 2022-2023 pour l'atteinte du but visé.
Au Cameroun, une importante délégation de la Banque mondiale conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations de l'institution pour le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République du Congo, a été reçue par le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazeux. Objectif de cette rencontre, accentuer le soutien de la Banque mondiale pour le secteur électrique du Cameroun. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Gaël Jakam, Pierre Parfait-Dongo et Cyril Guijoy. Le Cameroun dispose d'une capacité de production de 1292 MW, générée en grande partie grâce aux barrages hydroélectriques et aux nouvelles centrales thermiques. Néanmoins, l'accès à l'énergie reste un véritable enjeu pour le gouvernement camerounais, par le biais d'une forte délégation conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et au Congo. La Banque mondiale dit vouloir soutenir davantage le secteur électrique, d'où ces échanges entamés cet après-midi avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Une réunion de travail avec le monsieur le ministre pour parler de l'équilibre financier du secteur électrique. On a discuté beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises pour assurer que le secteur soit financièrement soutenable. Voilà. Ces mesures d'accompagnement envisagées par la Banque mondiale sont en cours de réflexion. Depuis 20 ans, le Cameroun a engagé de nombreuses réformes dans le secteur énergétique aux côtés de l'institution financière planétaire. Selon plusieurs sources, le groupe Banque mondiale, à travers sa filiale Société financière internationale, a mobilisé des prêts avoisinant 735 millions d'euros auprès des organismes de développement et des banques commerciales locales pour la construction du barrage de Natigal. La Guinée équatoriale qui abolit la peine de mort, 5 nouveaux partis qui boycottent les législatives en Tunisie et l'Ouganda qui annonce un premier décès causé par Ebola depuis 2019, c'est le reste de l'actualité. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a promulgué un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort dans le pays. Annoncé lundi à la télévision nationale, qualifiée d'historique, la nouvelle de l'abolition de la peine de mort, jusqu'ici en vigueur dans le pays, a été relayée par le vice-président du pays sur son compte Twitter. Selon Amnesty International, la disposition entrera en vigueur dans les 90 jours suivant sa publication au bulletin officiel de l'État. La dernière exécution officielle en Guinée équatoriale remonte à 2014, mais le régime est régulièrement accusé par les ONG internationales de disparition forcée, détention arbitraire et torture. En Tunisie, 5 nouveaux partis d'opposition, dont le Parti des travailleurs et Al-Jumhouri, ont annoncé lundi qu'ils boycotteraient les élections législatives prévues le 17 décembre. En raison d'une nouvelle loi électorale promulguée par le président Kais Saied, selon ses détracteurs, cette loi réduirait considérablement le rôle des partis politiques participant à ces élections. En juillet, le chef de l'État avait déjà adopté une nouvelle constitution limitant les prérogatives du Parlement composé de 161 députés. En Ouganda, le Premier ministre ougandais de la Santé, Janet Ruth Assange, a annoncé ce mardi le premier décès depuis 2019 provoqué par la présence d'une épidémie de virus Ebola dans le pays. Selon l'OMS Afrique, ce cas provient d'une souche relativement rare, dite soudanaise, qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012. Ce pays avait déjà fait face à des vagues d'Ebola dans les années 2000 où plus de 200 personnes avaient trouvé la mort. L'OMS Afrique informe qu'actuellement, 8 cas suspects reçoivent des soins dans un établissement de santé. À Nunyaki, au Kenya, des soldats de l'armée britannique ont organisé une cérémonie pour rendre hommage à la reine Elisabeth II qui a été inhumée hier à Windsor. Je vous rappelle que la reine avait une relation particulière avec le Kenya où elle se trouvait en 1952 lorsqu'elle a appris la mort de son père. Arrivée en tant que princesse dans ce qui était encore une colonie britannique, elle en était repartie en tant que reine. Et justement, la reine, revenons un instant sur les funérailles d'Elisabeth II qui a été conduite hier lundi dans sa dernière demeure, le château de Windsor, après une cérémonie d'adieu en grande pompe. Une cérémonie à laquelle ont participé des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées venus du monde entier pour lui rendre un dernier hommage. Mathieu Nicolas. Grandiose, émouvante, les adieux à la reine ce lundi à Londres se sont déroulés devant une immense foule et un parterre de personnalités venues du monde entier. C'est aux alentours de midi
que le cercueil de la reine Élisabeth II a fait son entrée dans l'abbaye de Westminster, les derniers chapitres de l'histoire peu commune étaient retransmis sur toutes les télévisions du monde. Chants à la gloire de la reine, prières et minutes de silence. Ils étaient près de 2000 dans la nef de l'abbaye à assister aux funérailles du président américain Joe Biden à son homologue français Emmanuel Macron, en passant par des dizaines de chefs d'État africains. Tous sont venus dire au revoir à la monarque. Dans un discours connu prononcé pour ses 21 ans, sa défunte majesté a déclaré que sa vie entière serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth. Rarement une promesse aurait été aussi bien tenue. Peu de dirigeants reçoivent le déferlement d'amour que nous avons vu. Pour des millions d'autres, anonymes, ils ont suivi les funérailles en direct sur la télévision nationale. Beaucoup d'autres se sont rassemblés aux abords de Buckingham Palace, dans des parcs, même dans des pubs. Comme ici à Newcastle, où Steve n'a pas pu contenir ses émotions. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai versé des larmes. Cela m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Pour moi, je pensais que ce serait une autre personne. Mais elle était notre souveraine, elle était notre reine. C'est donc très important de rendre hommage à une ancienne combattante. La cérémonie s'est achevée par 2 minutes d'un silence poignant, observé à travers le pays, puis l'hymne national dans sa version masculine, célébrant le nouveau souverain Charles III, God Save the King. Le cercueil d'Élisabeth II a entamé son voyage vers sa dernière demeure à Windsor, où la souveraine, à la popularité planétaire, reposera pour toujours. Et en Australie, qui fait partie du Commonwealth, les médias et la population ont réagi au service funèbre de la reine Élisabeth II, que certains à Sydney ont même qualifié de tout à fait magnifique. On écoute. I think the pomp and ceremony was nothing short of bloody magnificent to watch. I mean, Je pense que la cérémonie était tout simplement magnifique à regarder. Je veux dire, c'était juste une incroyable réalisation. Et quand vous pensez qu'ils se sont entraînés en coulisses pendant toutes ces années pour, et je ne pense pas que ça s'est passé sans heurts. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur cachée ou quoi que ce soit. Alors j'ai de la compassion pour cette femme. yeah. So look, I'm sort of compassionate for the woman. C'était très douloureux. Elle représente beaucoup pour moi et ma famille en tant qu'immigrant vietnamien en Australie. Le règne d'Élisabeth II aura été le plus long de l'histoire de la monarchie britannique. Je vous propose de revenir sur les dates marquantes de son règne qui a débuté avec son engagement dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que jeune princesse jusqu'à son jubilé de platine l'an dernier. Reportage. Pour une majorité de Britanniques, c'est le seul monarque qu'ils aient jamais connu. Et pour le reste du monde, un visage immédiatement reconnaissable. Chef d'État de 15 royaumes, Élisabeth II a eu le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Son décès marque la fin d'une ère qui aura aussi vu l'influence britannique décroître dans le monde. Son règne et son influence ne seront sans doute jamais égalés par aucun monarque, et n'ont peut-être jamais égalé ceux de personne dans le passé. Elle est celle qui a servi le plus longtemps, qui a régné le plus longtemps, le monarque le plus âgé de l'histoire. C'est quelqu'un qui laissera, à mon avis, un héritage pour de très nombreuses années. Née le 21 avril 1926, Élisabeth n'était pas destinée à devenir reine. Mais l'abdication de son oncle, en 1936, propulse son père George VI sur le trône. À la mort de George VI en 1952, elle hérite de la couronne à seulement 25 ans. Son couronnement l'année suivante est le premier événement retransmis en direct à la télévision dans plusieurs pays. Elle a clairement dit dès le début qu'elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qu'elle n'abdiquerait sous aucun prétexte et que toute sa vie serait dévouée à son devoir. Je pense qu'elle a hérité ce sens du devoir de son père, qui a sauvé la monarchie après l'abdication d'Édouard VIII. Bien que toujours politiquement impartiale, Élisabeth II a été l'oreille de tous les premiers ministres britanniques depuis Winston Churchill. Le contenu de leurs audiences hebdomadaires au palais de Buckingham est l'un des secrets les mieux gardés.
En cette décennie, la souveraine a aussi rencontré de nombreux chefs d'État étrangers. De Charles de Gaulle à Donald Trump en passant par Nelson Mandela, elle incarne la stabilité dans un siècle marqué par de profonds bouleversements. Après la mort de son époux Philippe en 2021, elle continue d'assurer certains engagements royaux, mais passe progressivement la main à son fils Charles. En 2022, elle fête 70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à atteindre le jubilé de platine. Des célébrations au parfum de changement d'époque dont elle est largement absente. Elle lègue à Charles un royaume très différent de celui dont elle avait pris la tête, à un moment où son unité est fragilisée par les conséquences du Brexit. Mais avec une succession assurée pour 3 générations, Elisabeth a rempli le principal de ses devoirs, garantir la continuité de la monarchie britannique. Voilà ce que nous pouvions vous dire sur la reine Elisabeth II qui, je vous le rappelle, a été inhumée hier à Windsor. Un mot de l'ouragan Fiona qui poursuit sa course dans les Caraïbes et continue de se renforcer. Après la Guadeloupe et Porto Rico, où l'île a été privée d'électricité et d'eau potable, c'est la République dominicaine qui a été frappée par Fiona, faisant un mort et obligeant 12 485 personnes à quitter leur foyer. Et on termine cette édition avec l'ouverture de la nouvelle ligne de métro rennaise qui, selon le maire de la ville, est une révolution des mobilités. Avec ses 15 km de ligne et autant de stations, 3 à Rennais sur 4 sont désormais à moins de 600 mètres d'une station de métro. C'est ainsi que se termine cette édition. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.